Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État du Niger, État de la Confédération de l'AES, a bien voulu prendre du temps pour informer ceux qui veulent entendre et a voulu que sa population soit informée des conduites inhumaines et des plans machiavéliques qu'ont les colons, notamment la France, pour l'AES. Il partage des informations précises et précieuses et cite des sources. Il est du devoir de chaque personne consciente de s'informer grâce à cette vidéo, mais aussi de partager avec les autres personnes malheureusement souvent mal informées. Car c'est en partie euh, par manque d'information ou la désinformation qu'on a l'impression que les gens tolèrent l'humiliation que subit le peuple africain. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien exclusif qui sera, si vous le permettez bien, essentiellement consacré à la question sécuritaire. C'est la suite au constat d'un certain nombre de déclarations et d'agissements allant dans le sens d'une tension sécuritaire réelle ou sournoisement entretenue dans une logique de chaos programmé au Niger et dans notre espace AES par des puissances occidentales, comme nous le savons désormais tous, sponsors du terrorisme au Sahel et en lien avec certains gouvernements africains à leur solde. Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Que se passe-t-il réellement sur le plan sécuritaire? Parce que les Nigériens ont eu l'impression, dans un premier temps en tout cas, que les aspects géopolitiques liés à la sécurité ont largement évolué en faveur de notre pays et de notre confédération AES. Il ne restait plus que les aspects opérationnels sur le terrain qui sont d'ailleurs pris en charge par nos FDS et les armées de l'AES en général. Nous avons eu l'impression que les Français et leurs alliés semblent avoir bien compris que désormais, nous, Nigériens, avons pris notre destin en main et que notre dignité et notre souveraineté ne seront jamais plus bafouées chez nous. Qu'ils doivent par conséquent changer d'attitude et d'approche envers nous. Nous avons eu l'impression qu'ils semblent avoir bien compris qu'une guerre contre le grand peuple nigérien va se solder par un échec total. Par conséquent, ils ont bien intégré cette donne et que l'intervention militaire est loin derrière nous. Enfin, nous avons eu l'impression que la CEDEAO semble avoir bien intégré que la sortie des pays de la Confédération AES de leur communauté est un départ avec effet immédiat et qu'il est irréversible. Que se passe-t-il donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes ces questions soulevées? Bonjour. Donc là, il va parler essentiellement de la sécurité. Donc il a pris 2 heures de son temps. C'est merci, grand merci à lui, franchement. Merci de l'opportunité, une fois de plus, à nous offerte pour nous adresser au peuple nigérien et de façon plus globale au peuple de la Confédération. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Soyons compatissants envers nos frères civils, victimes également du terrorisme, au même titre que nos forces de défense et de sécurité. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a su conserver le peuple nigérien et répandre sa rahama sur l'ensemble de notre pays. Vous l'avez dit, on a l'impression, on a le sentiment, c'est tout à fait juste. C'est juste puisque le Niger a osé, pour la première fois, depuis le 26 juillet 2023, dire qu'il assume pleinement la sécurité de son territoire. Malheureusement, l'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France, habituée à disposer de tout au Niger. La France, habituée à disposer des ressources humaines et naturelles au Niger à sa guise, à travers des accords que nous savons tous, les conditions dans lesquelles nos dirigeants passés étaient contraints de les signer. Mais l'Occident, malheureusement, continue à regarder le Niger, et au-delà du Niger, l'Afrique entière, sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris, de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, et que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais, notamment un certain Denham et Clapperton, qui vont traverser notre territoire en 1822. On arrive en 1850 avec Et franchement, ce qui est très agréable avec donc son excellence, c'est qu'il connaît l'histoire. Et ça, franchement, quand on connaît l'histoire, on peut pas nous manipuler, on peut pas. Et c'est franchement, c'est incroyable. Et à chaque fois que, voilà, qu'on l'écoute, c'est beaucoup d'informations. Euh, il faut prendre le temps d'ingérer et de comprendre les informations qu'il donne. Franchement, c'est un plaisir. Et, Henri Barth en 1850 qui va quitter Tripoli et arriver à Agadez précisément le 1er octobre. Il restera à Agadez jusqu'au 30 octobre avant de repartir. Après, ce sont d'autres missionnaires, notamment, vous vous rappelez, pendus de sorte à rester en vie au moment où il se faisait dévorer par des hyènes. C'est ce que
Alors je vais avancer plusieurs fois dans la vidéo, c'est pas par manque de respect, c'est simplement que voilà, il y a 2 heures, je vais pas vous faire faire, les 2 heures, mais je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour que vous puissiez aller les regarder. Je pense que les 2 heures, vous allez que apprendre franchement. Moi, vous voyez, je le regarde en accéléré donc au final, ça fait qu'1 heure et on arrive très bien à comprendre et franchement, il faut regarder. Mais juste voilà, j'avancerai, sur certains passages. Mais avec tout le respect, la vidéo, j'ai déjà regardé, évidemment en intégralité, mais je la regarde parce que c'est un plaisir. Nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce Donc au 25 juillet, donc c'est là où donc j'imagine, le pouvoir a été pris, au Niger. C'est là que donc son excellence a pris les choses en main. que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. Pour la France, avant le 26 juillet, aucun Nigérien n'a de droit. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris. Où les ressources, puisque nous sommes des bananes, nous ne connaissons pas l'intérêt ni l'importance économique de nos ressources. Où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile. Où Franchement, ça c'est du mépris, total. Hem, voilà, quand on valorise pas, ce que tu as apporté, c'est du mépris. C'est, heu C'est comme dans les entreprises, par exemple, quand vous avez des gens qui sont plus ou moins bien payés, plus tu es payé, c'est plus on valorise en fait ce que tu as apporté. Et donc voilà, quand par exemple des personnes sont payées au SMIC, c'est qu'on on n'a pas de, on valorise pas ce qu'ils font. C'est malheureux, mais voilà, mais là, oui, de l'argile et de l'uranium, c'est du mépris, sachant que cet uranium-là est payé ailleurs à 200 € le kilo, quoi. Donc c'est, et on peut pas trouver des mots en fait. notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Galmi. C'est cette situation à laquelle nous avons dit stop qui a créé, je ne dirais pas le mot, parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires, français et nigériens bien sûr. Oui, c'est ça, il y a pas de mots, il y a pas de mots pour exprimer ce qui et en fait, parce que les gens sont pas au courant de ce qui se passe, c'est ça, ce que je dis, c'est ça l'intérêt de partager l'information, c'est que les gens, ils sont juste pas au courant. Vraiment, enfin, je pense que c'est la plus grosse explication. Voilà, parce que c'est inacceptable pour une personne qui raisonne, pour une personne, pas besoin d'intelligence en fait, il y a même pas besoin d'intelligence. Voilà, c'est juste les gens, ils sont pas au courant. Où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête. Où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines. Où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est un mois. Où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti. Et malheureusement, nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France est accompagnée par les autres pays de l'Union européenne qui ne prennent pas de distance pour analyser les faits et rétablir la justice. Mais nous sommes déterminés et c'est en ce sens que notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première partie. La deuxième partie, effectivement, c'est toujours les événements du 26 juillet qui ont soulevé beaucoup de vagues, mais nous savons où partait notre pays et nous savons que si nous restons les bras croisés, notre pays n'existera plus. Et c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité, pour la première fois, en toute responsabilité, ont décidé de s'assumer et de dire que c'est le sang de Nigériens qui sera versé pour le Niger. Aucun Français, même un simple économie de la Line, n'a perdu sa vie pendant les 12 ou 13 ans qu'ils ont passé au Niger. Même un seul vélo de l'armée française n'a sauté sur un engin explosif. Comment est-ce possible de passer 13 ans, sachant que les milliers de soldats donc des pays des Maliens, des Nigériens, ils meurent, aucun Français ne meurt. On peut pas l'expliquer. Alors on sait tous que donc le dicton qui dit que voilà, ceux qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui ne font rien. Eh bien on peut par extension, on peut dire que ceux qui ne en fait, une armée qui ne perd pas qui n'a pas de perte, c'est une armée qui ne va pas à la guerre. C'est aussi simple que ça et effectivement, enfin, il y a pas d'autre explication que la France ne va pas sur le terrain. Improviser. Mais comment saurait-il en être autrement, puisque c'est eux-mêmes qui les enterrent avec leur support. Donc nous sommes conscients de ça et nous sommes conscients de... Ah ouais, bah ouais, OK, ça explique tout en fait. Ils, oui, c'est ça, en fait, c'est eux qui financent le terrorisme, donc ils savent exactement où sont les mines, bah, pour les éviter quoi, simplement. Mmh.
nos responsabilités. Nous allons tout faire pour que nos forces de défense et de sécurité soient en mesure d'assumer cette responsabilité en toute dignité et en toute souveraineté. Monsieur le Président, vous avez évoqué la montée en puissance de nos FDS. Comment cela se traduit concrètement? Je viens de le dire, les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices et payé les arriérés que nous avons trouvés sur du matériel que le régime déchu avait pris à crédit, je le dis et je le répète, et que nous sommes, par devoir et par continuité de la République, nous sommes amenés à effacer les ardoises. Et nous l'avons fait, mais sachez que ce n'est pas facile, c'est pas du tout facile. Quand ils disent effacer les ardoises, il entend en fait payer toute la dette de l'État. Et ça, c'est incroyable parce que, bon, souvent ce qu'ils disent, c'est que les pays africains, il y en a en fait pas manque d'informations qui peuvent dire que ouais, c'est parce que les pays d'Afrique ils sont trop endettés. Mais je veux dire que comparé à l'argent qui sortent de ces pays-là chaque année, la dette, il serait payée en une année. Et justement, pareil, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils effacent les ardoises. Ils le font, tu vois. Donc, finalement, c'est pas ça. Franchement, c'est le manque d'informations que, euh, que de penser que les pays africains sont incapables de faire ça. Dans un pays où, tenez-vous bien, les simples Toyota sont interdites d'être vendus au Niger. Et ça, c'est la France, accompagnée par certaines puissances occidentales, qui ont demandé expressément de ne pas vendre au Niger une aiguille qui puisse tirer sur un terroriste. Et ce sont ces mêmes pays qui viennent nous parler de droit, de légitimité, de protection. Et Non, mais c'est inadmissible, ça. Ça, c'est des choses que les Occidents font très souvent. Qu'ils ont cette capacité-là, surtout quand on est à leur merci, de vous interdire certaines choses. Donc, en l'occurrence, donc il parlait de Toyota et c'est de l'armement. Dans beaucoup de conflits qui se passent en Afrique, il y a ces histoires-là. Regardez tous les conflits qu'il y a eu. Euh, tous les, vous pouvez regarder là, pour le moment comme ça, j'ai en tête le Rwanda, avait en fait avec donc Paul Kagame, l'actuel président du pays, et donc l'ancien président Habyarimana, il n'avait pas droit d'acheter des armes. Donc ces soldats, ils étaient sous-armés parce qu'ils ne pouvaient plus acheter des armes. Pareil, au Burkina Faso, donc son excellence Ibrahim Traoré l'a dit, l'armée burkinabé n'avait pas droit d'acheter des armes. C'est inadmissible. Et c'est en ça qu'il faut prendre sa souveraineté. Parce que c'est inacceptable qu'une armée n'ait pas d'armes. C'est pas possible. En fait, et le pire, c'est qu'après, derrière, ils viennent, derrière, justement, ils viennent avec des armes, une armée armée, donc avec des armes, pour vous aider à vous défendre parce que vous pouvez pas vous défendre. Bah, forcément, comment vous pouvez vous défendre si vous n'avez pas droit d'avoir des armes? Et quand je dis que vous n'avez pas droit, c'est pas manque de moyens, c'est limite, on paye l'argent et l'argent arrive là-bas où il doit aller, mais donc on perd l'argent et on perd les armes. Voilà. C'est littéralement ce qui s'est passé donc avec Habyarimana, donc l'ancien président du Rwanda. Et je pense qu'Ibrahim Traoré, il n'est pas allé dans les détails, son excellente, excusez-moi. Et ben, je suis sûr que pareil, ils envoyaient de l'argent, mais les armes n'arrivaient pas. Voilà, parce que c'était bloqué quelque part sur le passage. Et, franchement, il y a une vidéo tristement populaire de l'armée malienne qui en fait s'entraîne et dans leur entraînement, en fait, d'après ce qui est dit dans la vidéo, par manque de moyens, ils sont obligés de simuler. Donc je pense que vous avez vu. Comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Tandis que l'autre section qui est partie à gauche va se mettre maintenant à tirer. Cette offensive-là n'a pas de temps. Elle est seule de l'imagination. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Et vous savez, c'est ce genre de vidéos là qui sont des vidéos humiliantes pour l'Afrique, voilà, qui font 2,2 millions de vues. Voilà, c'est toujours en fait parce que même dans les esprits des gens, par manque d'informations, ils pensent vraiment que il y a des gens qui, en fait, honnêtement, pensent que l'Afrique est pauvre parce qu'ils sont mal informés et ils connaissent pas tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Et quand je vous dis que là, le Niger, ils parlent d'avoir effacé les ardoises, ça veut dire qu'ils ont payé toutes leurs dettes. Voilà. Ils l'ont fait en quoi? En une année? C'est pour dire à quel point, en fait, les gens, ils sont mal informés de la situation en Afrique, mais la situation en Afrique, elle est entretenue. Elle est entretenue, elle est voulue.
Et c'est ça que les pays de l'AES ont refusé. Voilà. Et, euh, et alors, rien à voir, mais est-ce que vous savez que, alors, il y a, donc apparemment, dans la CEDEAO, les banques là-bas, ils sont interdits de, de financer l'agriculture. Alors, vous pouvez vérifier. Alors, il y a même, il y a donc docteur Yam Timba, donc c'est un docteur qui l'a dit, et donc vous pouvez vous adresser à lui et il vous donnera avec plaisir, il vous accordera le débat là-dessus. C'est que les banques, ils ont pour interdiction de financer l'agriculture. Et donc après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut évidemment aller aider ces pays-là. Il faut leur apporter de l'aide alimentaire parce qu'ils sont dans le besoin. Tu vois, c'est entretenu, c'est entretenu. Et moi, je l'ai toujours dit, les organisations d'aide humanitaire, ils sont là depuis je ne sais pas combien d'années. Ils ont rien construit qui permet à ces populations de subvenir à leurs besoins. C'est, en fait, c'est fait exprès, c'est des systèmes d'aliénation. Et c'est très pratique pour eux puisqu'ils mettent aucun moyen dedans. Parce que finalement, ces systèmes-là sont financés par des gens, euh, par des dons, tu vois, des gens, des bénéficiaires qui pensent bien faire, en fait. Alors que rien du tout, ils financent le système par, pareil, des informations. Voilà. Voilà. Et au final, en fait, les pays occidentaux sont des mafieux. Ils créent l'insécurité pour que, pour qu'ensuite, ben, on ait besoin de leurs services de sécurité. Et l'Europe donc l'Europe, les États-Unis font ça. Et ils font ça en Afrique, mais pas que, même en Europe, ils font ça. Hein. Là, actuellement, ils sont en train de détruire l'Ukraine. Ils font énormément d'argent là-dessus, euh, en fait, en détruisant l'Ukraine. Au final, bah, les États-Unis s'enrichissent en vendant des armes et des services militaires. Donc là, vous savez, les drones, les machins, et évidemment, parce que les États-Unis, ils investissent dans l'armement, dans leur pays. Mais à un moment, tout l'argent que vous avez mis, il faut que ça revienne. Voilà, on n'investit pas pour rien dans tout ça. Dans les, dans les missiles, je sais pas quoi, tout ça là, cet argent, comme ils font, bah, ensuite ils vont les vendre à l'Ukraine, ils vont les vendre voilà, ils se font au maximum d'argent et au final, même la Russie elle-même, bah, au final, dans cette guerre-là, il va en sortir encore plus fort parce que, comme vous le savez, quand un État est en guerre, et ben, ils mettent plein le paquet sur l'économie de guerre et donc finalement, les populations sont amenées à produire plus et l'État, bah, du coup, ils font de la recherche, et en fait, ils se développent. Voilà, quand il y a des pays qui font de la guerre, en tout cas, ceux qui en sortent, euh, les vainqueurs, bah, gagnent encore plus. Voilà. Alors que ceux qui perdent, donc ici, l'Ukraine qui voit rien gagner dans cette guerre-là, va juste être détruite. Voilà. Donc, c'est un système qu'ils font. Ça, c'est un système mafieux qu'ils font. Et je vous dis, les guerres, ils arrêteront, j'ai envie de dire, pratiquement jamais. Parce qu'il y a des intérêts. La guerre, c'est une affaire économique, c'est de se faire de l'argent. Voilà, c'est de se faire de l'argent. Simplement, il ne faut pas accepter de se faire. Et là, l'Ukraine, avec donc, ce président-là, alors le président de l'Ukraine, je vous dis, avant, c'est un acteur. Donc c'est pour vous dire que ce mec, comment on met un acteur bon, soit, je vais pas attaquer la personne, mais ce que je dis, c'est que l'Ukraine va être détruite. Voilà. Les gens qui poussent l'Ukraine à faire la guerre avec la Russie, ils sont en train juste de tuer l'Ukraine. Voilà. L'Ukraine jamais gagne contre la Russie. Même les États-Unis, ils n'ont pas gagné. Vous connaissez tous la guerre froide. Même les États-Unis ils sont pas allés en combat direct avec la Russie. Donc l'Ukraine, bon bah, je suis vraiment triste pour le peuple ukrainien. Voilà. Tout ce tapage que Oui. vous voyez s'inscrit dans ce sens. Mais en plus de la levée et de l'acquisition du matériel, nous avons également mis l'accent sur la formation. Parce que nous savons que pour un soldat, l'entraînement épargne le sang. Et par rapport à ça, nous avons pris les dispositions pour que nos militaires, nos forces de défense et de sécurité bénéficient de la formation la plus pointue partout où c'est possible. Que ce soit à l'extérieur, auprès de nos partenaires stratégiques, que ce soit à l'intérieur, en faisant toujours appel, parfois même, aux certains partenaires stratégiques qui viennent nous former. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de
l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, Mhm. au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin Oui. et dans la région de W Tamou Torodi. Et ces informations qu'ils donnent, en fait, ils sont précis. Ils parlent pas chinois, ils donnent des noms. Et en fait, tous ces pays-là, ils ont qu'à venir prouver le contraire. Mais voilà, donc ils le confirment. Alors, ça c'est pour le peu de personnes qui sont un peu informées. On sait que la France et les pays occidentaux financent le terrorisme, on le sait. Problème, c'est que les gens ils sont pas informés. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut partager massivement ce genre de vidéos. Donc, pas la mienne, mais celui du président, et que les gens, simplement, les gens, ils vont peut-être pas prendre la peine de regarder les 2 heures. Parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là de vouloir s'informer, mais faut partager, si vous voulez, découper les vidéos et les partager au maximum. Voilà. Et donc, plusieurs milliards. Donc, en fait, c'est de l'argent qui va dans le terrorisme est supérieur à l'argent que les États de la CEDEAO ont comme fonds, en fait, comme budget, finalement. Donc les terroristes, ils sont plus riches que les États là-bas. Donc comment vous voulez que ces pays-là s'en sortent? Et puis alors, pour la France, ils peuvent donner les CFA comme ils veulent, puisque eux, c'est des papiers qu'ils impriment, hein, ça leur coûte rien. Je veux dire, aujourd'hui, si la CEDEAO veut de l'argent, ils doivent demander à la France d'imprimer. Et la France peut accepter ou refuser. Par contre, la France, quand il veut des billets pour donner au terrorisme, il imprime et il donne au terrorisme. Bah ouais. Et bah ouais, parce que et puis alors évidemment la France elle imprime et c'est la CEDEAO, c'est les pays de la CEDEAO qui encaissent, hein, parce que enfin qui encaissent, qui prennent cher parce que ouais, quand on imprime des billets, ça a des répercussions sur les utilisateurs des billets. Alors quand vous êtes dans un pays souverain, par exemple, prenons par exemple, eh bien en Europe, pendant le Covid, ils ont imprimé des billets, résultat, il y a eu de l'inflation en Europe, dans les pays en tout cas qui utilisent l'euro. Alors, à la CEDEAO, ça s'exprime comment? Puisque bon, bah, les billets, heu, se font rares là-bas, et bien, simplement, les gens, ils ont l'impression que, leur, situation économique n'évolue pas. Ils régressent et ils le ressentent, en fait, au quotidien puisque, bah, c'est de plus en plus, difficile, heu, de manger et c'est ça aussi qui fait, tous les problèmes ensuite. En fait, tous les problèmes, les autres problèmes, ils découlent de ce problème de CFA et de la France qui gère mal, l'argent et puis même à quel moment, en fait, des pays n'ont pas c'est pas c'est en fait, c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable qu'un autre pays puisse imprimer pour toi, et que c'est elle qui décide, qu'est-ce qu'il imprime, c'est pas possible. Mmh. Donc voilà, en fait, tant que ce sera comme ça, bah, les pays de la CEDEAO vont rester juste dans la pauvreté, voilà. L'impression qu'ils travaillent dans le vide, simplement. Donc d'où l'intérêt de sortir de la CFA, hein. Et et ouais, et non seulement quitter le franc CFA, mais aussi refuser la convertibilité du franc CFA, vers cette monnaie-là, en tout cas pour les pays de l'AES. Parce que, qu'est-ce qui se passe si on accepte la convertibilité? Bah, les gens, pareil, on reçoit en fait, si on accepte la convertibilité, c'est qu'on accepte quelque part le risque par rapport à cette monnaie. Et c'est pour ça que, par exemple, le franc CFA, heu, i aucun autre pays n'accepte, sauf l'Europe, sauf la France même, c'est même pas l'Europe, sauf la France, il y a que la France qui accepte de convertir, le franc CFA et à une certaine limite. C'est-à-dire que c'est la France qui détermine la hauteur à laquelle ils peuvent convertir. C'est-à-dire que tu peux venir avec des francs CFA et la France va te dire: «Ah bah, ouais, il y a plus de fonds, on peut plus convertir, c'est fini, bon bah, ton argent, désolé, on peut pas». Et le problème, c'est que, bah, quand tu vis dans la CEDEAO, tu as besoin, de la monnaie, convertible ailleurs pour pouvoir acheter des choses. Si tu vas aller aux États-Unis, tu veux acheter, bah, il te faut de la monnaie convertible. Comme le CFA, c'est pas convertible, tu vas en France, la France te donne s'il accepte de te donner, tu peux continuer. Si elle refuse, bah, tu bloqué. C'est ça qui bloque aussi beaucoup d'investissements, là-bas en Afrique. Moi, j'ai entendu un cas et pareil, il y a il y a beaucoup de gens qui en parlent et il y a des cas donc dans la CEDEAO où tu as des entrepreneurs qui veulent investir, qui mobilisent, on va dire, un capital et qui aimeraient acheter des choses et en fait, ils peuvent pas. On leur dit qu'on peut pas. Voilà. Il y a une hauteur, on dit bah non, vous pouvez pas, désolé, pas de fou.
Alors quand ils disent pas de fonds, qu'est-ce ils veulent dire finalement quand ils disent il n'y a pas de fonds, bah, c'est que la France a refusé de leur donner, parce que c'est la France qui gère, la France a refusé de leur donner des billets. Voilà. C'est, donc c'est impossible de se développer en fait, simplement. C'est impossible. C'est impossible de se développer dans dans ces conditions-là. Et il faut quitter. Et un peu plus loin, les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien Non, mais vous pouvez pas utiliser une monnaie qui est convertible que dans un seul pays. C'est pas possible. Vous êtes, je sais pas combien de pays, et vous utilisez une monnaie qui est convertible que dans. C'est même pas. Il est créé par un pays. Il y a que ce pays qui l'accepte. Mais comme je dis, c'est manque d'information. C'est pas possible. Et quand ils disent que ouais, imprimer de l'argent, ça coûte cher, euh, tente d'aller te demander de l'argent. Tu verras, ça coûte encore plus cher que imprimer. Donc, non, mais il faut s'informer. Il faut partager au maximum. sûr, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que les terroristes ont plus de fonds que les pays. Voilà. possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé. Il faut quitter le franc CFA, il faut refuser la convertibilité dans cette monnaie-là. Donc tous les pays qui voudront faire les affaires avec l'AES, voilà, ils doivent utiliser un autre moyen. Directement les dollars, directement les euros, ou qui créent eux aussi leur propre monnaie qui est gérée par eux, parce que bon, là c'est pas possible de continuer à subir. Parce que en fait, quand on accepte la convertibilité, c'est qu'on accepte ce risque-là un peu, en fait, le risque de cette monnaie-là. Donc, mais il faut refuser tout risque lié avec tout lié avec le franc CFA. Il faut pas accepter la convertibilité. Et en fait, imaginons, imaginons dans le cas idéal où le franc CFA ne serait pas un problème. Dans le cas idéal où le franc CFA ne serait pas un problème, pour une personne majeure, adulte, on ne peut pas accepter que quelqu'un gère ton argent. C'est pas possible. Tu peux pas accepter que quelqu'un d'autre gère ton argent. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de raison que des pays africains, eux, acceptent ça. Dans le cas, et ça c'est même dans le cas idéal où le franc CFA serait pas un problème. Or là, c'est juste le problème, c'est le problème majeur, tous les autres problèmes sont juste des conséquences de ce premier problème du franc CFA. C'est autant du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari également, qui est le nord Mali. Nous avons à l'intérieur du Bénin, c'est une ceinture, suivez bien la description que je suis en train de faire. Dans le nord Bénin, Donc voilà, tout le long, en fait, il explique, il donne en fait, il donne les positions de plusieurs en fait bases des terroristes, en tout cas, ou des bases en fait que la France utilise pour former ces terroristes-là ou pour se retrouver avec ces terroristes. Il donne donc toutes les positions et en fait, il remarque que ça fait une sorte de ceinture qui vient en fait entourer l'AES. nous avons Porga, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans deux pays. Un pays ouest-africain et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc deux pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Pour ceux qui ont l'utilisation des coordonnées, vous utilisez 11 degrés, 0,2 minutes, 49,63 secondes, nord. Ensuite, vous utilisez 00 degrés, 59 minutes, 35 secondes 20 est. Vous marchez à l'azimut 315 degrés, à moins de 5 km, vous allez tomber sur une des deux positions que nous connaissons des forces spéciales françaises. Que ceux qui doutent peuvent se mettre à l'exercice et essayer. S'ils ne savent pas positionner un point sur la carte, qu'ils s'approchent des militaires qui vont reporter ces coordonnées que j'ai données sur la carte et vous verrez bien que c'est l'aérodrome de Porga. Ah mais c'est les informations qu'il donne, c'est d'une précision. C'est-à-dire qu'il donne les coordonnées GPS des bases, donc n'importe qui peut aller vérifier. C'est d'une précision en fait inégalée et franchement Je l'ai dit, ça et la montre distance même, ça la longueur de montre ce
ce que peut procurer en fait une souveraineté, c'est ils se donnent les moyens, en fait. Voilà, ça c'est hallucinant, voilà, ça montre la puissance la puissance de ce que ces hommes-là sont en train de faire et franchement, on ne peut qu'être fier, on ne peut qu'être fier. Aérodrome là, dans un précédent entretien. Vous marchez à moins de 5 km sur l'azimut pour faire court et que les gens comprennent. Nord-ouest, vous tomberez sur la deuxième des positions que nous connaissons à l'intérieur du Bénin. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement et de la formation et équipement des mouvements terroristes, toujours tendant à ceinturer le Niger et les États de l'AES, la Confédération. Ils ont ouvert 2 centres d'instruction, un centre d'instruction qui est à l'intérieur du Niger, un autre centre d'instruction qui est à l'intérieur. Dit ce qui se passe au Bénin, dans le nord Bénin, ce que les gens ignorent, le nord Bénin ou le Bénin de façon globale, c'est le Niger, bien sûr. Nous connaissons notre histoire. Le dandy, vous me permettrez de faire cette extrapolation. Le dandy, le grand dandy, englobé ce qui est devenu plus tard le Bénin. Avant l'arrivée de Daoud et Al-Haji Hanga qui venaient de Gao, c'est les descendants des derniers Askia, notamment l'Askia Soumaïla. Ils étaient arrivés dans le dandy, bien sûr, bien avant leur arrivée, il y avait un roi dans le dandy, c'est Dakou. Donc là, il est en train d'expliquer donc le Bénin et le Niger. En fait, il parle du Bénin et du Niger. Donc là, il explique qu'ils sont frères, voilà, et qu'il le sait, en fait. Il le sait, parce qu'il connaît son histoire. Et c'est ça la puissance du savoir, en fait, c'est que, enfin, de l'histoire, en fait, en tant qu'information, ça permet de prendre des décisions éclairées, simplement. Suite à la confrontation inévitable, les descendants de Samsou Kaina vont dans un premier temps rejoindre la famille de Hargani à Karimama avant que la localité de Madekali, 20 km de l'autre côté, à l'intérieur du territoire béninois. Et c'est là où sera la troisième lignée et le dandy sera réparti en 3 principautés, mais dont la souveraineté est du dandy côté Gaïa. Donc la famille de Samsou Beri, à travers son fils Fodi Maïmounfa, qui va décéder en 1805, restera à Gaïa. La famille de Hargani, qui a traversé et s'installé à Karimama, va régner à Karimama. Et la famille de Samsou Kaina, qui a, à partir de Karimama, continué sur Madekali, va régner à Madekali. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est l'histoire. Mais avant ça, vous avez connaissance de 1505 avec Askia Mohamed, le Baliba, et tout le reste du Bénin. Nous sommes frères. Nous connaissons l'histoire, donc nous ne disons rien pour nuire à qui que ce soit, mais nous ne pouvons être responsables devant l'histoire également par excès de gentillesse, par excès de compréhension, être à la base de la dislocation. Chaque faction. Il a dit pour moi, il a dit nous sommes frères. Swap et donc les Béninois, informez-vous et agissez. Informez-vous. D'abord, informez-vous bien comme il faut et agissez. Et c'est ça que j'aime bien avec l'AES, c'est qu'ils sont pas là en train de nous livrer une histoire toute faite. Ils sont en train de donner des informations et ils nous encouragent. Ils encouragent tout le monde à aller s'informer, simplement. Voilà. Tout le monde est capable, en fait, avec de l'information, de prendre de faire le bon choix. Il faut s'informer massivement. Sakura auront généreusement 500 millions par mois, par mouvement, en dehors des petites gratifications, c'est de 4 milliards pour l'ISWAP et de 1 milliard 150 millions, je crois, pour Boko Haram en 2 tranches. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence des forces françaises tout au long de nos frontières. Or, nous avons pensé qu'après le départ du Niger, les forces françaises sont rentrées chez elles, en France. Nous avons même cru que le gouvernement français a tiré les leçons de la présence non désirée de son armée en Afrique, et c'est peut-être ce qui explique le départ annoncé des militaires français du Tchad et du Sénégal. Mais finalement, qu'en est-il, Monsieur le Président? En fait, notre problème, et quand je dis notre problème, c'est le problème de tous les Africains, c'est que nous croyons facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement, Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts entre Dogondouti et Kony, jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Kolob. Donc il faut que nous cessions, quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole de vérité. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique, les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Je vais vous expliquer. Et rappeler, puisque je l'ai déjà abordé là également, en août, le 2 août, lors de notre avant-dernier entretien. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous oublions vite. En juin 2024, quand la France a constaté, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, la pression est mise sur les forces françaises partout sur le reste des autres pays, notamment au Tchad et au Sénégal particulièrement. Je l'ai dit, Macron avait chargé son conseiller Afrique, Jean-Marie Bockel, d'une mission. En quoi consistait cette mission? Elle consistait à trouver l'alchimie de rendre invisibles les Français ou les forces françaises présentes
sur les territoires ou certains territoires des pays africains. Jean-Marie Bockel, au reçu de cette mission, avait désigné 2 officiers supérieurs, notamment un certain David Pawlowski, vous m'excusez de la prononciation. Ouais, tout à fait. David Pawlowski était le commandant du 68e régiment d'artillerie Afrique. Le nom de ce régiment-là, c'est Artillerie Afrique. 68e régiment. Il avait assuré le commandement de 2019 à 2022. Il a servi au Mali, dans le cadre de la fameuse mission française au Mali. Le deuxième était un lieutenant-colonel, lui, Pawlowski étant colonel. Le deuxième est un lieutenant-colonel, autant pour moi, du nom de Paul Ménon Bertheux. Paul Ménon Bertheux était le commandant du centre d'instruction des équipages de transport de l'armée de l'air française. Il fut également l'aide de camp de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ces 2 officiers ont été désignés pour réfléchir et trouver la formule qui permettra de dérober de la vue des Africains la présence des forces françaises. Ils ont réfléchi, ils ont sorti un document qui a été présenté le 23 octobre au président français Macron par le même Jean-Marie Bockel. En quoi consiste la grande trouvaille? Elle consiste, à l'instar des États-Unis, puisque les États-Unis ont un commandement pour l'Afrique, la France également, ils n'ont d'ailleurs jamais inventé ou créé quoi que ce soit, tant qu'ils n'ont pas triché. La France a également... Voilà, un petit clin d'œil en fait pour dire que la France, ils font que copier, ils inventent rien en fait, ils prennent des choses des autres. Là, ils ont copié sur les États-Unis. trouvé son commandement pour l'Afrique. Ce commandement pour l'Afrique n'est une autre astuce que le redéploiement des troupes présentes et mieux supplémentaires sur les territoires africains. En quoi faisant? Le commandement pour l'Afrique, en plus des bases qui sont au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Donc je leur fais cadeau de Djibouti. Et pour me concentrer sur ces 4-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Et pour ce faire, ils ont annoncé au Tchad, ils ont 1000 hommes. 1000 hommes, j'ai dit bien 1000 hommes. Or, comme nous le savons, plus de 1300 de leurs 2000 hommes désengagés du Niger sont restés au Tchad. Ceux qui sont partis par la voie routière, c'est nous qui les avons exportés jusqu'à la frontière à Daboa. Donc nous connaissons leurs effectifs, ils sont plus de 1300. Et à cela s'ajoute. Oui, encore une fois, bah oui, ils disent qu'ils ont mis l'homme alors que au Tchad, c'est-à-dire qu'au Tchad de base, il y avait des militaires dedans. Ensuite, il y a des 1300 qui ont quitté le Niger pour aller au Tchad. Donc, s'ils font partir les 1000 hommes, il reste les 1300 qui étaient au Tchad. Ou alors, au minimum, il reste 300 en tout cas, de différence entre 1000 annoncés et les 1300 qui ont quitté le Tchad. Enfin, qui ont quitté le Niger vers le Tchad. Donc, après, franchement, on est habitué à leur façon d'information qui est donnée par leurs médias, c'est du mensonge. Genre, voilà, ce qu'ils font, c'est ils essaient de maquiller. Voilà, ils essaient de maquiller tout ce qu'ils font. Alors parfois, ils s'en mêlent les pinceaux. Voilà, Déjà, à peu près 10 000 hommes repartis sur les camps saturés de N'Djamena, de Faye à Larjo et de Abéché. Et tout cela, on ne fait qu'à que 2000 hommes, sur les 11 000 et quelques. Et de ces 1000 hommes, donc ils ont 11 000 militaires, en fait, éparpillés dans la région, mais ils parlent de 2000 hommes. 600 à 700 vont être désengagés. Mais le désengagement, ne vous y trompez pas, c'est un vol de jour avec un atterrissage de nuit. Un vol de jour, un atterrissage de nuit. Donc, c'est-à-dire un vol où on voit qu'ils volent et en fait, on les voit pas atterrir. Mais pour revenir toujours et pour aller un peu plus vite, au Gabon, ils ont prévu également de réduire leurs effectifs. C'est le cas également au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On voudra substituer le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Donc c'est ça la grande trouvaille du commandement pour l'Afrique. Mais mieux, ils ont désigné... Puis ce qu'ils font aussi, c'est que tous ces militaires-là qui sont là-bas, aussi, ils se transforment en civils et ensuite ils vont travailler dans les entreprises françaises ou européennes et en fait, ils continuent, ils sont retraités militaires mais ils sont civils et du coup ils travaillent, ils ont un emploi et bah de ce fait, bah, ils continuent à être des agents en fait pour la France ou pour l'Occident et donc ça c'est voilà dans toutes les entreprises que vous voyez là, certains sont effectivement des civils et d'autres sont des retraités militaires. Alors ça ils le font pas qu'en Afrique, ils le font même ailleurs dans les autres pays, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique. Et voilà. Donc, parmi toutes ces personnes-là que vous voyez aller travailler dans les entreprises françaises, et bah, parmi eux, c'est des anciens militaires. Alors, après, c'est notre chantier pour aller, pour aller s'informer là-dessus. Bon, c'est un peu plus. Mais bon, voilà. C'est bon à savoir que, voilà,
parmi ces salariés-là, en fait, il y a des anciens militaires et donc voilà, c'est des anciens militaires, donc par défaut, c'est des agents de ces pays-là. 6 pays où ils vont déployer des forces spéciales ou des forces particulières pour ne pas dire forces spéciales. Ces 6 pays de l'Afrique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté le 23 octobre à Emmanuel Macron comme stratégie pour rendre les militaires français invisibles en Afrique. 6 pays, notamment la Guinée, où ils ont déjà une force spéciale, le Bénin, où ils ont une En fait, ils vont redéployer. Au lieu de diminuer, ils vont rajouter. force spéciale également. Ensuite, le Congo, c'est leur projet. Le Congo-Brazzaville, où ils vont déployer un contingent français. Ah, c'est des projets, c'est-à-dire qu'au Bénin, oui, c'est confirmé, mais il y a d'autres pays où c'est pas encore, on ne sait pas encore s'ils vont aller au bout de leur projet ou s'ils vont s'arrêter au Bénin et voilà, et continuer. La République démocratique du Congo, ils vont également déployer un contingent français. Bah, au Congo, c'est normal avec toutes les ressources qu'il y a à prendre, surtout. Bon, bah, j'espère que les Congolais ils sont prêts à les accueillir. Je veux dire, prêts à les accueillir comme ils sont accueillis dans le Sahel, évidemment. En tout cas, on espère bien. Mauritanie, où ils vont déployer un contingent français. Le Cameroun, où ils vont déployer un contingent français. Il faut que ça soit clair. En dehors du Bénin et de la Guinée, où c'est confirmé la présence des forces spéciales françaises. Les autres pays, je parle du programme commandement pour l'Afrique et ce que les Français ont prévu. C'est un projet. Et voilà, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est clair. Voilà, il ne fait pas d'amalgame. Voilà, Guinée, Bénin, c'est confirmé. Ailleurs, c'est dans le projet. Il faut voir si derrière, ça s'installe. Ils concrétisent leur projet. Voilà, j'aime bien, il est pas d'amalgame. Les autorités de ces pays sont au courant ou non, je n'en sais rien. Mais voilà le redéploiement envisagé. Ensuite, pour les pays anglophones, le Ghana et le Nigeria, ils ont présentement, et c'est à travers cette cellule qu'ils sont en train de nous nuire, ce qu'ils appellent une mission de défense. Cette mission de défense va évoluer toujours conformément à la grande trouvaille, en détachement, en dehors du Ghana et du Nigeria, où ils vont évoluer de la mission de défense en détachement de liaison interarmée. Ils ont également prévu 3 autres pays qui sont la Tanzanie, la Namibie et le Botswana. Le commandement pour l'Afrique va déployer des militaires français en Tanzanie, en Namibie et au Botswana. Donc, de 4, à quoi on va aboutir? À une vingtaine de pays où les Français vont s'installer. Est-ce qu'on peut, en toute rationalité, parler de retrait des troupes françaises? Quand en plus des 4 pays, il y a une quinzaine d'autres pays qui s'ajoutent, et qu'on nous fasse croire que la France est dans les dispositions de retirer ses forces d'Afrique, la France est dans les dispositions de laisser les pays africains s'autodéterminer, tout dépendra de notre détermination à nous imposer. Comme le disait le roi Faisal bin Abdelaziz, Allah lui accorde sa rahama, malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumet aux forts. Je veux que les Nigériens retirent la sagesse de ces mots. Je veux que le peuple de la Confédération retire la sagesse de ces mots pour comprendre le combat qui est devant nous. Et je veux que les peuples de ces pays. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumettent aux forts. Africains. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumettent aux forts. Qui jouent consciemment, ou dont les autorités jouent consciemment le jeu subversif et de soumission. Donc voilà, on vient de comprendre que la France n'a pas, ne veut pas quitter ces pays-là, n'a pas l'intention de les quitter. Au contraire, là, on voit qu'il a multiplié, il a multiplié, au contraire, il a multiplié la présence, quoi. C'est incroyable. Et franchement, et c'est ça, parce que c'est pas manque d'informations. Et franchement, l'impression qu'on avait, c'est qu'ils ont quitté le Sahel. Et puis, ouais, même ailleurs, ils quittaient petit à petit, c'est l'impression qu'on a. Mais en fait, finalement, concrètement, que nenni, quoi. C'est le contraire. C'est fou, c'est pour ça c'est pour ça qu'on a besoin de ces offres, c'est pour ça qu'on a besoin d'être informé, de comprendre, parce que sinon on va être endormi en fait. Et c'est fait exprès, ils veulent nous endormir. Intérêt personnel, donc qui jouent le jeu de la France, prennent conscience. Malheur aux faibles qui se couchent et se soumettent aux forts. D'accord. Voilà ce que le redéploiement veut dire. D'accord. Ce que nous appelons dans la grande cour du monde, au moment où leurs troupes se désengagent du Niger, que c'est le moment favorable pour conduire des opérations subversives mais clandestines. C'est à ça que nous devons nous préparer. Forces françaises et foyers terroristes tout au long de nos frontières. Or, la plus un désengagement à 20. D'accord.
Monsieur le Président, j'ai aussi noté le lien entre présence des forces françaises et foyers terroristes tout au long de nos frontières. Or, la plus grande partie, ce sont les pays de la CEDEAO, vous l'avez dit, avec le Nigeria et le Bénin. Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer que la CEDEAO ne cesse d'inviter les pays de l'AES à reconsidérer leur décision de sortie de la communauté. La CEDEAO est allée même jusqu'à nous accorder 6 mois supplémentaires pour revenir en son sein. Il est vrai, sans aucun fondement légal pour revenir à la raison, comme ils le disent. Ils ne seraient pas sincères. S'agit-il également d'injustement pour vous? Je l'ai dit au début, nous sommes loyaux et fidèles en amitié. La CEDEAO a cessé d'exister depuis 1990. Ce n'est plus la CEDEAO. C'est juste une marionnette entre les mains des puissances occidentales. Toute cette grande théorie de démocratie, d'action humanitaire, de partenariat au développement n'est que de la poudre aux yeux. Il a parlé d'action humanitaire, et je l'ai dit, l'action humanitaire, pardon, c'est une escroquerie, c'est de prendre des gens pour des cons. On peut pas passer 10 à 20, 30 ans sur un lieu et non, rien avoir bâti. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est une volonté de maintenir les gens dans l'aliénation. Et je suis ravi que son excellente a le même avis que moi. Mais c'est évident, c'est une évidence. Sauf que les gens, ils sont endormis. Donc volontairement, ils sont endormis. Et donc les pauvres personnes, les gens qui pensent bien faire à envoyer de l'argent dans ces organismes-là, au final, quelque part, ils financent le terrorisme. Voilà, ils sont malheureusement, involontairement, ils financent le terrorisme en pensant qu'ils sont en train de bien faire en finançant ces associations par biais de dons. C'est pas possible, on peut pas donner autant d'argent, il faut regarder ces ONG-là, combien de budget ils ont, et passer autant de temps sur un terrain et ne rien bâtir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est volontaire. La CEDEAO est vidée de sa substance que les pères fondateurs lui ont insufflée. Nous avons, pour faire court, une coquille vide. Dans la parole et dans les gestes, la CEDEAO ne reflète aucune préoccupation des peuples ouest-africains. La CEDEAO est le bras de la légitimité que les puissances occidentales utilisent pour nous maintenir sous domination, pour garder nos matières premières à leur portée et leur usage à leur guise. Nous remercions la CEDEAO pour ce bonus de 6 mois, mais nous disons à la CEDEAO que depuis le 28 janvier 2024, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Et ça, c'est de façon irréversible. Ah, c'est 2024 ou 2025? Je pensais que c'était 2025, ce mois de janvier. Mais ok, c'est en fait depuis l'année dernière. Ça fait un an qu'ils sont plus dans la CEDEAO, en fait. Je sais pas ce qui est censé se passer le 25 janvier 2025. Mais en fait, ouais, ça fait un an qu'ils sont plus dans la CEDEAO. C'est de façon irrévocable. Ils ont dit par rapport au texte, nous avons jusqu'au 29 janvier 2025 pour revenir à la raison, comme si, de la même façon qu'ils ont perdu la raison, ils pensent que nous avons perdu la raison. Nous sommes lucides. Le drame de la CEDEAO, je l'ai dit, c'est 2-3 chefs d'État qui sont prêts à verser le sang de ceux qu'ils qualifient de frères et qui ne sont nullement leurs frères, qui sont prêts, dis-je, à verser le sang de leurs frères, entre parenthèses, pour se maintenir pour un deuxième mandat, un troisième mandat et un quatrième mandat. Cherchez à découvrir quels sont ces chefs d'État qui sont dans cette logique. Vous découvrirez de qui je parle. Mais nous, aïe, le j'ai délai mal au talon. bonus de 6 mois ne nous engage pas. C'est un non-événement. C'est plus qu'un non-événement, puisque c'est un événement qui n'a pas eu lieu pour nous. D'accord. Pour qu'il soit un non-événement, il faut qu'il existe. Il faut qu'il se passe. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous ne reviendrons pas. Nous ne sommes pas, comme l'a dit le roi Faisal, Abdelaziz, paix à son âme. Nous ne sommes pas ces gens-là, ces faibles-là, qui acceptent de se soumettre et de se coucher devant le fort. Nous avons fait Je suis un choix obligé de remettre. qui accepte de se... Faisal, Abdelaziz, paix à son âme. Nous ne sommes pas ces gens-là, ces faibles-là, qui acceptent de se soumettre et de se coucher devant le fort. Nous avons là, ces faibles, le roi Faisal, Abdelaziz, paix à son âme. Nous ne sommes pas ces gens-là, ces faibles-là, qui acceptent de se soumettre et de se coucher devant le fort. Nous avons fait un choix. Nous ne sommes pas de ces gens-là, ces faibles qui acceptent de se coucher de façon forte, franchement. Non mais, bah merci. Franchement, le Niger, vous êtes un peuple fort. Mûrement réfléchi, nous savons où est l'intérêt Vive de la le Niger, Confédération, vive où l'Afrique. sont les intérêts de nos peuples du Sahel, et nous savons les intérêts que défendent ces puissances occidentales. Ce n'est pas pour faire notre prospérité. Si ces chefs d'État, pour les raisons que je viens de dire, concèdent aux puissances occidentales, eh bien, que ces chefs d'État leur concèdent leur territoire pour qu'ils exploitent à merveille. Mais ça ne sera pas chez nous, et ça ne sera pas dans la Confédération. Et ça, c'est une certitude. Que ceux qui acceptent de se soumettre au fort se soumettent
nous avons fait un choix. Nous savons que c'est un choix difficile et nous avons pour devoir moral de tenir tous ensemble face à ce choix difficile, face à ce choix où c'est une question de survie pour nous. De la même façon qu'il est une question de survie pour la France, que vous voyez déjà, l'uranium qui lui manque a provoqué une certaine situation catastrophique où des familles sont condamnées à fouiller dans des poubelles. Face à ça, vous croyez que la France nous laissera tranquille? Il faut être naïf pour le croire, et je l'ai dit, nous ne sommes pas naïfs. Nous laissons la CEDEAO qui a fait ce choix de la naïveté à continuer dans cette naïveté. Le bonus ne nous engage en rien. Nous sommes résolument et nous sommes déterminés à poursuivre notre chemin pour le bonheur de nos populations. Bonheur basé sur la souveraineté de nos ressources naturelles et sur la souveraineté également de notre labeur, puisque jusqu'au 25 juillet, les Nigériens travaillent pour la France. Les ressources nigériennes appartenaient à la France. Donc, nous avons fait un choix, nous nous assumons et nous appelons l'ensemble des peuples africains conscients, l'ensemble des peuples africains qui ne sont pas prêts à se soumettre au plus fort, de rester avec nous et d'être avec nous. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Pour finir, Et d'être en alerte, les Français avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, je ne sais pas quel islam et quel musulman, puisque nous sommes des musulmans. Si ce groupe soutient les musulmans et l'islam, ce n'est pas des Français quand même qui vont lui dire de massacrer des populations nigériennes, burkinabées ou maliennes et qu'ils les massacrent. Tout à fait. Donc, c'est des mots. Revenons à Petel-Kouli. Nous suivons les mouvements de cette colonne. D'autres mouvements ont été observés du territoire du Burkina vers toujours cette zone de Petel-Kouli, puisque c'est une zone qui est assez couverte. Ensuite, des mouvements des terroristes qui ont quitté la région du W côté Tamou, la région de Torodi, pour faire jonction avec ces trois colonnes observées. Et la manœuvre était planifiée par les forces spéciales françaises. Elle consistait à encercler les forces armées nigériennes, ou de façon plus générale, les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de ce marché-là le jour du marché de Châteauman. Un élément a été envoyé, comme à l'habitude, pour sécuriser Châteauman. Dieu étant avec les justes, le dispositif que ces Français ont observé et à partir duquel ils ont conçu leur manœuvre consistant à massacrer les FDS nigériennes et bien sûr par dégâts collatéraux les victimes civiles sur les tombes desquelles la France, à travers RFI ou leur deuxième appendice BBC, vont venir verser de larmes de crocodile. C'était ce qui était prévu. Un carton dans le marché de Châteauman qui est sécurisé au moment de l'assaut ou qui aurait dû être sécurisé au moment de l'assaut par les groupes terroristes qui ont fait mouvement du Mali, du Burkina et du Niger, notamment Tamou, Torodi et autres. Mais Dieu étant du côté des justes, nos éléments ont changé de position. Face aux renseignements que nous avons reçus, un autre plan de déploiement a été initié et l'ennemi qui a été sensibilisé, formé, entraîné pour faire ce massacre, qui a été annoncé avant même l'action de Châteauman, RFI avait annoncé, et vous avez suivi la page d'un certain Ingadé, avait annoncé plus de 100 FDS nigériens massacrés. Une centaine de civils, malheureusement, tués dans les échanges de tirs. Aucun civil n'a été tué à Châteauman. Aucun civil n'a été tué à Châteauman, vous pouvez le vérifier auprès de la population de Châteauman. Quand ces terroristes étaient arrivés, ils ont trouvé que le dispositif que leur sponsor avait reconnu n'est plus le même. Ils ont traversé le village de Châteauman. Ils avaient demandé à la population de Châteauman de ne pas bouger pour ne pas éveiller les soupçons des FDS qui étaient positionnés à 2 ou 3 km un peu plus loin de la position initiale. Donc les populations étaient tétanisées et n'ont pas bougé. Les terroristes ont continué leur manœuvre d'encerclement de nos positions. Ce qui s'est passé, à un certain moment, les FDS nigériennes vont observer le mouvement de 3 motos. Et ils ont des drones. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers le ministère de l'Intérieur béninois au profit des terroristes. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers Ahmed Aboubakar Roufaï pour équiper les terroristes Lakurawa. Nous avons des drones, petits drones tactiques plus performants. Ils ont utilisé ces drones et au cours de la reconnaissance, ils ont constaté cette manœuvre d'encerclement. Et c'est là où, compte tenu du nombre mobilisé par les terroristes, avec bien sûr l'appui de leurs sponsors, les éléments ont fait des tirs de fixation sur l'ennemi pour essayer de l'empêcher de se déplacer et de pouvoir se réorganiser et dans l'ordre se soustraire de la nasse que les terroristes étaient en train de tisser autour de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est dans cet échange de coups de feu qu'une de nos Toyota a été touchée, où il y a eu 5 martyrs. Et puis au cours toujours du combat, pour que les FDS se repositionnent, se réorganisent, il y a eu 5 autres qui sont tombés, ce qui fait malheureusement 10 éléments de forces de défense qui vont tomber ce jour-là. Aucun civil n'est tombé. Vous pouvez demander à la population de Châteauman. Je ne dirai pas à RFI de venir demander, puisque RFI ne peut pas venir demander. Mais les suppôts de RFI qui sont sur notre territoire, nous les savons et qui sont nombreux, peuvent aller se renseigner et donner le résultat à RFI. Aucun civil n'est tombé à Châteauman. Pour se rattraper, puisqu'ils ont découvert certainement, puisqu'ils ont des Donc ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont préparé l'attaque, donc avec les terroristes et tout ça. Donc le média RFI a en fait, a publié donc le résultat de cette attaque, puisque c'est eux qui l'ont planifié. Ils savaient quel allait être le résultat de cette attaque. Ils ont publié l'information en avance, ou plutôt la désinformation ou la fausse information en avance. Sauf que leur plan ne s'est pas passé comme prévu parce que donc les militaires
du Niger étaient bien, bien équipés avec les drones super de dernière génération. Ils ont pu s'apercevoir donc de ce coup, de ce plan-là avant qu'il s'exécute. Donc ils ont pu s'extraire avec quelques morts du côté soldat, mais au final, le plan a échoué. Et donc là, RFI s'est retrouvé avec un article faux en avance et erroné, quoi. Donc, mais encore une fois, bravo donc aux soldats. Donc déjà, une pensée pour les soldats nigériens qui sont morts ce jour-là. 10 soldats quand même. 10 soldats, c'est beaucoup. En fait, de toute façon, chaque vie, c'est une vie de trop qui part. Et franchement, il faut s'informer les gens. Il faut s'informer. Il faut... Parce que c'est une fois qu'on s'est informé qu'on comprend comment il faut agir. On peut agir, mais il faut s'informer. Il faut s'informer, les gars. Même dans les campagnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le montage de Libye. Regardez bien les images de Libye. Demandez à la population de Libye qu'est-ce qui s'est réussi comme ils l'ont réussi au Nigeria. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu une récente étude qui fait qu'à le 23 mai 2023 au 24 avril 2024, 600 000 Nigérians ont été tués par les mouvements terroristes. 600 000, oh mon Dieu. 600 000, pour vous donner une comparaison, il y a des pays qui font que 3 millions, même moins de 3 millions d'habitants. Donc 600 000, c'est un quart d'une population quelque part d'un pays, quelque part. 600 000. Et franchement, ça massacre ce qui se passe au Nigeria, quoi. 600 000. Aïe, aïe, aïe. Plus de 2 millions ont été pris en otage. Avec à peu près 3 millions. 2 millions en otage. Oh là là. 2 millions de personnes en otage au Nigeria et les gens avancent comme si rien n'était. Mais en fait, c'est pas manque d'information. Franchement, c'est pas tolérable en fait. C'est pas tolérable. Milliards de dollars de paiement de rançon. Les chiffres que je donne, c'est les chiffres du Bureau national de la statistique du Nigeria. Vous pouvez vérifier et ils ont communiqué. 600 000 tués, 2 milliards 790 millions de dollars. 2 milliards 700. Oh là là, mon Dieu. Les sommes d'argent qui sont en jeu, les sommes d'argent qui sont en jeu. De rançon, donc c'est donné par le pays. C'est 3 milliards d'euros, à peu près, donc de 2 milliards 700, donnés par l'État. L'État donne cet argent en tant que rançon. En fait, mais oh là là là. Mais les gens, il faut qu'ils s'informent, des gens. Exactement, de paiement de rançon. Et ça, c'est ce qui a été officiellement enregistré. Il y a des paiements de rançon qui se font à l'insu des autorités. Bien sûr, parce que... Et puis alors, justement, récemment, il y a eu des problèmes où je sais plus justement, quelle institution a publié des statistiques et ça leur a valu une convocation par le président lui-même, je sais plus ce qui s'était passé, mais justement, je pense que c'était au Nigeria qu'ils avaient sorti ces chiffres-là, qui représentent la réalité, mais, mais voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas que en fait, la vérité soit dite. Mais franchement, oh mon Dieu, il faut s'informer. Il faut s'informer, simplement, je n'ai pas d'autre mot, partager, faites publier sur les réseaux et partager ces informations. Parce que l'information qu'on a par les médias, ok, malheureusement parfois c'est des fausses informations, mais en fait l'information, c'est l'information qui nous permet d'agir. Vous savez, l'argent, ça vaut, enfin l'information, ça vaut, ça a une valeur, l'information. Et ce genre d'informations, quand on les a pas, c'est comme si on marchait dans le vide en fait. Voilà, les informations, ça nous permet d'avoir un champ de vision, de voir plus large, de voir ce qui se passe autour, et de voir plus loin que son nez, le bout de son nez, comme on dit. Il faut s'informer. Ils sont nombreux. Donc, c'est pour vous dire, c'est cette même situation que la France veut créer au Niger. Nous n'allons pas nous taire et il n'est pas de notre responsabilité de nous taire. C'est une façon d'appeler les Nigériens à comprendre les enjeux, à comprendre ce qui se passe et à éviter d'être les porte-voix de la France néocoloniale. Voilà. Le message que je lance aux compatriotes, bonne fête de Noël à tous nos frères nigériens et de la Confédération. Qu'ils restent vigilants parce que la menace est réelle, qu'ils restent vigilants lors des commémorations de ces fêtes de Noël et de fin d'année, puisque la malveillance est sponsorisée au vu et au su de la communauté internationale et de certains renégats et dirigeants malheureusement de nos pays africains. Restons solidaires, restons mobilisés et défendons notre souveraineté coûte que coûte. Le chemin a été indiqué par nos forces de défense et de sécurité, le chemin a été indiqué par nos chefs religieux, le chemin a été indiqué par nos vaillants peuples, alors que les renégats se tiennent pour dit le Niger, le Burkina, le Mali ne retourneront pas aux chaînes de l'esclavage. Nous nous sommes libérés et nous nous sommes définitivement libérés, Inch'Allah. Aucune pression, aucune menace, aucune injonction ne saurait nous ramener dans le juron du Niger d'avant le
26 juillet 2023 ou dans le giron de la Confédération ou de l'Alliance des États du Sahel avant le 31 juillet 2023, puisque précisément c'est le 31 juillet 2023 que la Confédération est née. Le 16 septembre, ce n'est que la formalisation de la date de naissance de la charte de l'Alliance de Liptako Gourma. Bonne chance à l'ensemble des Nigériens et des peuples de la Confédération. Restons vigilants, déterminés et fermes. Voilà le message que je tiens à annoncer à mes compatriotes et à mes frères de la Confédération. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour cette grande interview consacrée essentiellement, je l'ai souligné en début de cet entretien, sur les questions sécuritaires avec ce projet funeste de déstabilisation de notre pays et de l'ensemble des États de l'AES. Un projet qui, on le voit, et selon les informations que vous-même vous avez voulu partager avec le peuple de l'AES, est une réalité, d'où la nécessité pour tous nos concitoyens et l'ensemble des populations de l'AES d'être très vigilants. Excellente soirée à tous. Au revoir.